étouffer nos petites et moyennes entreprises également sur le terrain. Donc l'initiative de Malabo, c'est une initiative salutaire, sauf qu'aujourd'hui, quels seraient les mécanismes que la CEMAC ainsi que l'Union africaine pourraient également mettre en synergie pour que nous puissions parvenir à un accord commun et sortir de cette situation nébuleuse. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle des APE, il y a des problèmes de la santé, il y a un problème économique, il y a un problème environnemental également, et il y a un problème sur le plan juridique, cela aussi cause un problème. Donc, même si au préabord, l'accord des APE a été revisité par certains experts africains tels que nous avons suivi le sommet de Malabo, mais il est très important que l'Union africaine s'implique davantage pour que nous puissions en arriver à une solution plus acceptable et plus durable à nos États de l'Union africaine. Voilà, Salif Kamalo Tourabi, je vous relance immédiatement. On voit par cette attitude des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale qu'il est possible de dire non à l'Union européenne. Et c'est la question qui nous intéresse le plus ce soir. Est-ce que l'Union africaine devrait copier l'exemple de la sous-région dans les rapports, dans les différents rapports que celle-ci tient avec l'Union européenne ? Effectivement, l'exemple peut être copié. Si l'exemple que venaient de donner les chefs d'État de l'Afrique centrale me paraît un exemple appréciable, pourquoi ne pas copier cet exemple au niveau du continent africain, au niveau de l'Union africaine? Parce que c'est ça, qu'il faut que quelqu'un commence quelque part à faire quelque chose pour susciter aussi l'engouement des autres qui ne veulent pas aller. Donc l'initiative également de l'Afrique centrale, moi je salue l'initiative et je pense même que ce n'est même pas seulement l'Afrique centrale qui simplement, qu'on va essayer de regarder. Il faut regarder aussi du côté de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest ne peut pas faire l'initiative commune comme ce que venait de faire l'Afrique centrale pour faire en sorte que le prochain sommet de l'Union africaine à 10, que cette question puisse prendre en compte au niveau des grandes décisions. Parce que cette situation aujourd'hui, si on en discute, on en rediscute également sur cette chaîne panafricaine, c'est parce que c'est l'axe même du développement de notre continent. Non seulement également, c'est le problème de la santé. On nous amènerait également des produits des OMG. Ces produits qu'on appelle les ODM là, ce sont des produits chimiques. Et que si aujourd'hui nous ne prenons pas garde également, ça peut quand même compromettre la santé de notre population, de nos populations éventuelles. Donc c'est très important que l'exemple de Malabo, l'exemple même de l'Afrique centrale puisse être quand même copié au niveau du plan continental pour que les grandes questions, les grandes décisions puissent être prises au niveau de ce sommet ou au niveau même de cette institution panafricaine. Donc voilà mon point de vue de cette situation et je vous laisse un peu. Voilà, merci beaucoup Salif Kamalo Tourabi et ici au plateau central, Elimbi Lobet, vous êtes à ma droite, bonsoir. On voit à travers cette... Est-ce qu'on peut dire que cette décision des chefs d'État de la CEMAC de ne pas signer cet accord intérimaire, n'est-ce pas, ce projet d'accord qui leur a été proposé par la conférence de leur propre ministre du Commerce réunis sous l'égide de l'Union européenne, voilà, au Gabon, est-ce qu'on peut dire que cela, n'est-ce pas, participe d'une réelle volonté de rupture, n'est-ce pas, de la part de ces chefs d'État-là avec l'Union européenne? Merci de m'avoir associé à cette importante réflexion. J'ai d'ailleurs accepté parce que, comme vous le savez, c'est une réflexion qui a déjà beaucoup préoccupé les hommes politiques et les associations de la société civile ici au Cameroun. Je me réjouis de voir que c'est un sujet d'un très grand intérêt pour beaucoup de pays africains. Donc c'est une occasion pour les pays africains de montrer une fois de plus de quoi ils sont capables. En principe et d'une manière singulière, les hommes politiques africains. C'est pourquoi j'ai tenu à assister à cette émission et notamment la problématique des élections présidentielles du Tchad que nous allons aborder en deuxième lieu, qui nous concerne, du Gabon, autant pour moi, qui nous concerne au premier chef, parce que ce débat que vous lancez sur la démarche
gabonaise est un débat d'actualité au Cameroun par rapport auquel j'ai des positions extrêmement différentes de courants d'opinion qui semblent être dominants. Donc c'était une bonne occasion pour moi de venir ici échanger avec M. Kamalo du Tchad, que je voudrais saluer, et éventuellement, je ne sais pas comment c'est organisé aujourd'hui, s'il y a d'autres plateaux, peut-être l'occasion de dire aux autres quelques mots agréables pour leur contribution permanente pour la grande réflexion des problèmes africains. Ceci dit, je voudrais dire que je me réjouis beaucoup de voir que, premièrement, les ministres du commerce ont été approchés par l'Union européenne et, contre toute attente, les chefs d'État des pays dont étaient issus ces ministres ont pris une décision contraire à celle que les ministres ont recommandée. Cela suppose qu'il y a des distorsions au sein des gouvernements entre les ministres qui sont allés discuter avec les responsables de l'Union européenne. Quel type d'instruction avaient-ils au moment où ils allaient faire ces discussions avec l'Union européenne? Qu'est-ce qui peut justifier que des ministres qui sont censés aller appliquer les directives gouvernementales instruites par leurs chefs d'État respectifs conviennent de quelque chose avec l'Union européenne et que les présidents des républiques disent autre chose? Deuxièmement, je me réjouis de voir que les présidents de la sous-région Afrique centrale ont pris une position qui isole le chef d'État du Cameroun et le laisse aller seul dans un entêtement stérile qui rend compte de ce que nous avons toujours dit, nous, dans l'opposition camerounaise d'une manière générale, et singulièrement dans le SDF, nous avons toujours considéré que le comportement du président mettait en mal la diplomatie camerounaise, dans ce sens qu'elle s'intègre très difficilement, péniblement, dans des efforts concertés. Cette culture de leadership autoproclamé que le Cameroun fait, que nous ne partageons pas, vient une fois de plus d'être mise à l'épreuve. Effectivement, Elimbi Lobet, je propose que nous puissions rester sur l'aspect qui nous intéresse le plus ce soir. Oui, mais c'est très important. Comment doit-on comprendre? Parce que pourquoi le Cameroun peut-il se permettre de ne pas avoir la même voix que les autres pays de la sous-région? D'où vient-il que ce pays qui se dit leader de la sous-région ait autant de distance par rapport au concert des pays de la sous-région? Nous, au SDF, nous ne voulons pas d'une diplomatie camerounaise qui isole le Cameroun par rapport à des intérêts avérés. Parce qu'il est clair dans l'esprit de nombreux experts, d'abord camerounais, mais de nombreux experts de la sous-région, et même qui ne sont pas de l'Afrique centrale, que ces APE représentent un danger visible pour le tissu économique de nos pays, qui est un tissu fragile, qui est un tissu naissant, qui est un tissu qui ne s'appuie pas sur une importante maîtrise de la science et de la technologie, qui est un tissu industriel qui peine à maîtriser ses coûts de production, qui peine à savoir vendre sa production, etc., etc. Donc, ouvrir un tel tissu industriel à une concurrence qui viendrait de l'Union européenne, qui produit tout, qui sait tout faire, qui a la capacité à maîtriser ses coûts, etc., etc., qui les revoit tous les jours, qui a une compétitivité avérée, même lorsqu'il s'agit d'aller en face de la Chine ou des États-Unis ou d'autres grands centres de regroupement internationaux en matière économique et commerciale, l'Union européenne est un grand poids. On ne peut pas nous dire que nous allons nous développer demain avec une disparition des tarifs, des recettes douanières que produisaient tous ces produits importés sous le seul prétexte qu'une fois que nous allons importer davantage, ça sera bien pour notre économie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous voyons venir une augmentation des impôts
Parce que ces recettes douanières qui vont disparaître de nos différentes postes douaniers de la sous-région vont être compensées par quoi? Vont être compensées forcément par Effectivement, Elimbi Lobet, l'élargissement de l'assiette fiscale sera l'une des conséquences des accords de partenariat économique. Célestin Djamène, est-ce qu'on peut parler de rupture aujourd'hui entre l'Afrique centrale et l'Union européenne? Moi, je pense que la souveraineté de chaque État n'est pas négociable. Il est bien vrai. Mais je pense que le Cameroun a ratifié des conventions, aussi bien sur le plan international que sur le plan sous-régional. Quand on s'engage dans une convention, c'est-à-dire dans un contrat en quelque sorte, on doit respecter ensemble les clauses du contrat. Quand on avait initié les accords Union européenne-ACP, voire Union européenne sous-région d'Afrique centrale ou de l'Ouest, il était question qu'on négocie entre l'Union européenne et les sous-régions. L'Union européenne s'est rendue compte qu'il y avait des pays dans la sous-région CEMAC qui étaient réticents. Sauf le Cameroun, qui était la petite prostituée, si j'ose dire, la petite fille facile. S'il vous plaît, monsieur Djamène. Permettez, je finis. Oui, bien sûr. Qui était la petite fille facile. Et l'Union européenne a mis tout le paquet, effectivement, pour avoir cet accord intérimaire d'étape qui était signé le 15 janvier 2009. On a vu François Fillon à Yaoundé mettre la pression sur M. Biya. C'était l'accord intérimaire en janvier. Aujourd'hui, depuis le 4 août en tout cas, il y a l'accord définitif. Ça veut dire maintenant, on ne parle plus de signature d'accord. Il s'agit maintenant de mettre en place les catégories de produits qui feront partie effectivement de ce démantèlement. N'est-ce pas? Effectivement, oui. Maintenant, la question qui se pose, comme l'a dit Elimbi Lobet, ces genres de travail, de contrat, doivent bénéficier d'une logique concertée. Ça veut dire que le Cameroun ne peut pas se livrer à une marche solitaire, alors même que sa place en tant que leader naturel des pays de la CEMAC implique qu'il y a des impacts économiques majeurs. Donc, je pense que le Cameroun a trahi ses autres pays partenaires, voisins partenaires, notamment le Gabon, enfin tout ce que vous savez, Congo, etc. Donc, c'est un mauvais accord. Il y aura un impact économique terrible. Pourquoi? Monsieur Djamène, avant que vous ne puissiez continuer, il faut quand même rappeler qu'avant l'entrée en vigueur au Cameroun des accords de partenariat économique, il y a eu cette conférence des ministres du commerce de la sous-région qui s'est tenue à Yaoundé, où il était question de faire comprendre aux uns aux autres que le Cameroun allait franchir le pas. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces ministres du commerce se sont retrouvés par la suite à Libreville. On ne peut pas dire que le Cameroun n'avait pas donné des signes afin que ses voisins comprennent qu'il était peut-être temps aussi d'examiner une réelle possibilité d'accord de partenariat économique. Les pays voisins de la CEMAC se sont réunis pour demander au Cameroun de demander à l'Union européenne un moratoire dans ces négociations. Le Cameroun, dans sa têtutesse, dans son entêtement, dans sa témérité totalement stupide, s'est obstiné à signer quand même ces accords. Parce qu'il n'est pas de l'intérêt de nos pays de signer un accord qui va assassiner nos productions locales, nos producteurs locaux. Donc, le Cameroun a fait une erreur gravissime et qui auront des répercussions terrifiantes. Pourquoi? Parce que d'une part, ça va toucher, n'est-ce pas, l'équilibre de la balance commerciale. Parce que quand vous importez plus... Monsieur Djamène, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Qu'est-ce que vous voulez savoir finalement? Ce que nous souhaitons savoir ce soir, ce que je voudrais savoir ce soir, c'est comment comprendre cette décision des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale, voilà, de ne pas suivre l'Union européenne dans ce projet, n'est-ce pas, d'accord de partenariat économique qui leur était proposé. Parce que c'est quand même rare, il faut le signaler. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, ça n'a pas été le cas. La CEDEAO a paraphé avec l'Union européenne. Oui, parlons de l'Afrique centrale. C'est la raison pour laquelle je vous parle de trahison. Parce que on ne peut pas être un vaste air de consommateurs. L'Afrique a besoin d'inciter ses producteurs locaux à faire œuvre de créativité, de compétitivité. Or, en signant une clause, un contrat déséquilibré, un partenariat déséquilibré comme ça l'est aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'entreprise mise à niveau pour compétir avec les entreprises européennes qui sont parfois subventionnées. Donc la conséquence serait que le déversement des produits à bas coût sur nos territoires d'Afrique centrale, heureusement que les autres pays n'ont pas signé, seront d'un impact terrible. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat dans notre pays, le Cameroun par exemple, est extrêmement faible. Les gens vont courir instinctivement vers les produits moins chers, qui viendront fatalement d'Europe. Est-ce que le bureau de mise à niveau qui a été mis en place a fait un travail sérieux? Non, elle ne peut pas faire ce travail. Parce que nous n'avons pas d'entreprise fiable. En tout cas,
à même de compétir avec les entreprises européennes. C'est un non-sens. On n'a même pas d'industrie. On n'a même pas d'embryon d'industrie. Comment voulez-vous qu'on produise et qu'on puisse compétir avec ces pays-là? Ce n'est pas sérieux. Donc nos partenaires d'Afrique centrale ont tout à fait eu raison de se rassembler, de demander au Cameroun, avant la signature définitive d'ailleurs, de faire un plan d'arrêt, n'est-ce pas, dans ces négociations. Le Cameroun l'a attendu, c'est bien dommage. Et c'est la raison pour laquelle je parle de trahison. Vous allez voir les impacts aujourd'hui au Cameroun. Alors, avant de continuer, n'est-ce pas, avec cet axe de trahison que vous développez, il faudrait dire que ce que je retiens, c'est que les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale ont pris leur responsabilité d'assurer le bien-être de la population, sauf le Cameroun. Sauf le Cameroun. Merci. Nous allons immédiatement au Tchad, où Kabir Marmat est installé de ce côté-là. Kabir Marmat, vous avez suivi la réaction de Célestin Djamène. Est-ce que vous pensez qu'on puisse parler de rupture, n'est-ce pas, entre l'Union européenne et les États et les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale, ou alors c'était essentiellement, n'est-ce pas, une prise de position qui cadrait avec les intérêts des populations? Merci beaucoup d'être invité sur le plateau d'Afrique Média. Je voudrais faire un petit rappel sur un peu l'économie de la sous-région appelée la CEMAC. Je dispose des chiffres de 2014 dans lesquels le Cameroun est la première puissance de la sous-région avec un PIB de 15 718 milliards de francs CFA, suivi du Gabon 9 396 milliards de francs CFA. Après, c'est la Guinée équatoriale avec 8 501 milliards. Puis le Tchad avec 7 602 milliards de francs CFA. Et après, c'est le Congo-Brazzaville avec 6 888 milliards de francs CFA. Et enfin, avec la RCA, 834 milliards de francs CFA. Au total, ça nous donne un PIB régional de l'ordre de 48 891 milliards de francs CFA, soit environ 14 milliards d'euros. Donc voilà globalement un peu les PIB des 6 pays de la sous-région CEMAC. Donc en regardant ça, d'abord, même dans la composition des PIB, on observe que la plupart de ces pays exploitent et exportent les produits de ce qu'on appelle les matières premières, comme le pétrole, aussi les produits comme le bois, et ainsi de suite. Et on observe aussi dans cette économie sous-régionale, certains pays ont une économie plus diversifiée que les autres. Par exemple, le Cameroun, qui a une économie beaucoup plus diversifiée par rapport à d'autres pays comme le Tchad, dont son économie repose essentiellement sur le pétrole, à un taux de 34%. Le taux du PIB pétrolier se chiffre autour de 34%, suivi de l'agriculture et l'élevage. Donc c'est une économie presque moins industrialisée, moins diversifiée, se repose sur à peu près 3 produits au maximum. Donc au-delà de ces chiffres, effectivement, j'observe que le pays de la sous-région consomme aussi plus de produits industriels, des produits manufacturés qui ne sont pas fabriqués au sein de la sous-région. Donc nous, au niveau de la sous-région, on exporte plus de matières premières qu'on fabrique, qu'on exporte des produits manufacturés. À ce niveau, donc, notre économie est beaucoup exposée par rapport à ces cadres accords avec l'Union européenne. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup exposés à consommer, à importer des produits industriels manufacturés européens qui, à la longue, peut peser, voire même porter un coup sur le niveau d'industrialisation de l'économie de la sous-région. Vous savez très bien que beaucoup de pays ont un niveau d'industrialisation très faible, comme le Tchad, moins de 11%, son économie est moins industrialisée. Donc, par rapport à tout ça, je voudrais dire que c'est tout à fait raisonnable et normal de revoir cette convention pour permettre à ce que des incohérences, des imperfections puissent être corrigées pour permettre de défendre notre économie sous-régionale.
Merci beaucoup donc à vous, Kébir Marmat, vous êtes un N'Djamena. Et puis retour sur ce plateau central où Célestin Kengoum nous a retrouvés. Célestin Kengoum est docteur en droit et puis avocat au barreau du Cameroun. Célestin Kengoum, les régions Afrique centrale, on gagne pour ce qui est du projet d'accord de partenariat économique qui leur a été proposé la semaine dernière. Comment comprendre cela? Est-ce, à votre avis, une rupture avec l'Union ou alors la sauvegarde essentielle des intérêts des peuples de l'Afrique centrale? Monsieur Fondop, je commence par vous dire bonsoir ainsi qu'à tous les téléspectateurs. Envisager l'hypothèse d'une rupture, il faut l'écarter tout de suite parce que les États n'ont pas d'amis mais d'intérêts. Or, les intérêts des pays africains les conduisent nécessairement vers l'Europe parce que l'Europe, de par le passé historique colonial, a maintenu des liens historiques avec l'Afrique. Et il va de soi que les liens économiques et les liens culturels sont maintenus. Par contre, ce que l'on pourrait voir à travers ce geste des chefs d'État de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, c'est un signal qui est donné à l'Occident que les choses évoluent. C'est une forme d'émancipation, c'est pour dire que les choses ne se passeront plus comme elles se sont toujours passées. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique centrale est une région très convoitée, pas seulement par les puissances occidentales, mais également par les pays de l'Asie. Vous savez, il vient d'être mis en place, il y a depuis quelques années, une réunion qui fédère quelques puissances intermédiaires, des grandes puissances également. Il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a la Chine et il y a l'Afrique du Sud. Cette alliance, ils l'ont dénommée la BRICS, un peu pour aller à l'encontre de ce qui existait déjà, le groupe, les G7, dont les noms, les formes mutent en G7, G8, G15, finalement on s'y perd. Donc je pense que l'Afrique centrale, et l'Afrique en général, l'Afrique centrale en particulier, a décidé de diversifier ses relations et va maintenant vers là où ses intérêts pourraient la conduire. Donc pour moi, ce n'est pas une rupture, ce n'est pas forcément une émancipation, même si cela en a l'air. Je pense que c'est un signal quand même donné que leurs intérêts seront de plus en plus pris en compte. Voilà. Alors, Célestin Kengoum, l'Afrique centrale qui campe sur les intérêts de ses populations, cette Afrique centrale-là ne devrait pas être un exemple pour l'Union africaine dans les rapports qu'elle entretient avec l'Union européenne? Vous savez, le problème, au départ, l'idée de la création des zones régionales était de parvenir à une unité de l'Afrique. D'ailleurs, ce vœu d'une icône de la politique africaine, j'ai cité Kwame Nkrumah, il fallait passer par des regroupements régionaux afin d'atteindre un regroupement africain, un regroupement continental. Malheureusement, l'Afrique centrale est quand même la brebis galeuse de ces constructions, de ces alliances, parce que c'est le seul pays où on a besoin de visas à l'intérieur d'un même espace communautaire. Vous n'avez pas ça dans les pays d'Afrique australe, vous n'avez pas ça dans les pays d'Afrique occidentale, ça n'existe pas. Donc, vous savez, la vie des États, c'est comme la vie d'un individu. Lorsqu'un œil vous fait mal, lorsque vous avez mal à un doigt, lorsque vous avez mal à un orteil, c'est tout le corps qui est affecté. Donc, le Gabon et la Guinée équatoriale, il faut le dire aujourd'hui, constituent quand même un frein à la construction d'une véritable communauté des États économiques et monétaires, même de l'Afrique centrale. C'est un vrai handicap. Il faut absolument lever ce verrou de visa. Déjà, je veux vous donner un exemple pour vous montrer que ce n'est pas la levée de ce verrou au moment où nous vous parlons qui pourrait compromettre leur essor. Parce que c'est l'excuse qui avait été avancée par la Guinée équatoriale et que j'ai d'ailleurs appuyé un temps, mais les choses ont évolué. Regardez le Cameroun et le Nigeria. Les Camerounais n'ont pas besoin de visa pour aller au Nigeria. Pourtant, le Nigeria est quand même une puissance régionale. C'est une puissance régionale et au niveau mondial, c'est une puissance intermédiaire.
le constat aujourd'hui est que on ne voit pas une ruée des Camerounais vers le Nigeria parce que le Nigeria a ouvert ses frontières. Voilà. Donc c'est pour dire que même l'ouverture des frontières de la Guinée équatoriale ne peut pas provoquer cette migration massive que notre pays frère et voisin redoute. Oui. Donc je pense que si l'Afrique centrale réussissait à construire une véritable fédération des États, une communauté d'intérêts comme ils l'ont voulu, on pourrait aboutir rapidement d'ailleurs à une construction africaine. Et on aurait véritablement une union africaine. Effectivement, Célestin Kengoum, avant de revenir à vous, Elibi Lobet, on va d'abord aller en Guinée équatoriale où Maître Pascal Sué Eyi est installé de ce côté-là. Pascal Sué, est-ce que vous pensez, comme Célestin Kengoum, est-ce que vous pensez que voilà, la décision des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale doit être considérée comme étant, n'est-ce pas, enfin, doit être considérée dans le sens de cette nouvelle dynamique qui existe désormais dans les relations internationales, une dynamique qui voudrait qu'à chaque fois, chacun campe véritablement sur ses intérêts? Nous avons eu, et d'abord aussi pour analyser le contexte géopolitique de notre sous-région. Les deux sujets concernent la sous-région de l'Afrique centrale, la CEMAC. Et il faut d'abord apporter ici certaines précisions, c'est-à-dire par rapport à la décision des chefs d'État. Et moi, j'aimerais être un peu prudent par rapport à parler ici de décision. Les chefs d'État au sommet de Malabo dernièrement, que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, ils ont été prudents. Ils ont constaté que le Cameroun, de façon individuelle, de façon unilatérale, et hors l'espace CEMAC, la communauté CEMAC, a signé un accord avec l'Union européenne. Alors, ce que les chefs d'État ont fait, moi, je ne peux pas appeler ici et rejeter. Ils ont appelé à la raison, à leur peuple, à leur pays frère, le Cameroun, pour revoir ces accords. Il ne s'agit pas ici d'un rejet, c'est-à-dire les autres chefs d'État de l'Afrique centrale demandent de revoir ces accords et discuter ensemble. Il me semble aussi que c'est cela qui est fait au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Si l'Afrique de l'Ouest n'a pas encore signé, je crois, cet accord, c'est parce qu'ils veulent évoluer ensemble. Ils veulent discuter avec l'Union européenne ensemble. Parce que nous savons, si nous signons cet accord avec précipitation, nous risquons de tomber encore comme au niveau de la colonisation, parce que c'est une puissance qui facilement peut nous dominer. Il peut nous dominer. Et je crois aussi que ici, je peux comprendre la décision de Cameroun. Parce que lorsque nous parlons de la libre circulation, des autres affaires, le Cameroun a toujours essayé de s'entêter comme la puissance de la sous-région pour évoluer. Mais il a toujours reçu le rejet des autres États membres. C'est pour cela que j'ai l'impression que cet accord, le Cameroun dit, je ne consulte pas mes pairs, je vais essayer d'évoluer puisque dans certains cas que nous avons analysés ensemble, je n'ai pas été écouté, mais je crois que les chefs d'État ont été un peu très prudents. Je ne peux pas dire un peu, ils ont été prudents parce que c'est un sujet, lorsque nous abordons ce sujet ici, c'est un sujet très diplomatique et je suis aussi content parce que c'est un sujet que nous abordons au niveau de la faculté de droit avec mes étudiants, c'est-à-dire la communauté a la capacité de signer les contrats avec les États ou avec d'autres communautés. Donc c'est très important d'analyser ce sujet avec prudence. Voilà, merci. Les chefs d'État de l'Afrique centrale à convaincre le Cameroun à regarder de près ce contrat qu'ils ont signé avec l'Union européenne et pouvoir cheminer ensemble. Voilà. Et pouvoir cheminer ensemble.
Voilà, merci donc à Pasquale Nsué-Eyi. Vous êtes avocat, vous êtes à Malabo en ce moment et vous êtes dans cette émission avec nous. Alors, on va juste à côté de vous donner la parole à Joseph Bella, qui lui est un jeune panafricaniste. Voilà, on va savoir si Joseph Bella, lui, partage la lecture que nous avons faite d'entrée de jeu dans cette émission, à savoir si, non pas le rejet, si la décision des chefs d'État de l'Afrique centrale de demander à ce que la copie de l'Union européenne soit revisitée est un courage, est un geste qui, pour lui, compte. Oui. Oui, bonsoir à tous les panafricains de la diaspora, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à la République de Guinée équatoriale, de Bataille de Malabo, et bonsoir également au plateau du Tchad, bonsoir aussi au plateau de Douala et Limbi Lobé, et puis M. N'Djamen, et bonsoir ici à M. l'avocat, mon copanéliste. Je voudrais dire, comme l'avocat vient de le dire, qu'il n'a pas été de façon précipitée ici pour les chefs d'État quant au sommet extraordinaire qui vient de se dérouler, n'est-ce pas, de rejeter ces accords. Il a été question de les revoir, plutôt au contraire. Et d'ailleurs, on a désigné le président Ali Bongo qui se charge, n'est-ce pas, de la poursuite, n'est-ce pas, de ces négociations. C'est de ça qu'il était question. Même si de façon implicite, il était question quand même de rappeler le Cameroun, n'est-ce pas, à l'ordre pour qu'il revoie tous ces accords-là avec ses pairs et qu'ensemble aussi, comme une petite mastodonte de l'Afrique centrale, pouvant donc évoluer ensemble. Il convient aussi de signaler qu'en tant que panafricain, il faut comprendre que ces accords de partenariat, ces APE sont suicidaires. Nous l'avons déjà évoqué maintes fois, parce que le tissu économique ici est encore très faible. Il y a les politiques de développement que les chefs d'État sont en train de promouvoir avec la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Comment ça va se passer? Donc tout ça, vous voyez, l'Union européenne a fait tout, connaît tout faire, comme M. Limbi Lobé vient de le dire. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont simplement nous écraser au niveau déjà des douanes, du choc fiscal. Nos États payent les fonctionnaires à partir des douanes, nous le savons. Qu'est-ce qui va se passer avec ces déficits? Et nous créons donc les impôts au niveau intérieur des États puissent encore grimper avec ces populations qui souffrent déjà énormément. Donc ces APE, il convient encore de vraiment bien les revoir. On nous a dit tantôt qu'au niveau du Cameroun, c'était un processus, que c'était comme une espèce d'échéancier qui va aller d'une période à une autre période, et puis il y a certains produits qui vont d'abord venir avant d'autres, que tout ne sera pas déversé. On se demande bien si tout n'est pas déjà déversé, parce que quand on voit nos marchés avec autant de friperies qui a déjà affaibli le tissu du coton, quand nous voyons la brocante, avec les voitures, avec tout ce qui concerne la cuisine et tout ce qu'il y a déjà dans nos marchés, et que toutes ces choses encore viennent, nous ne savons pas à quel point nous allons nous en tenir. Mais nous osons croire que le Cameroun a essayé, n'est-ce pas, de bien ficeler pour tirer, n'est-ce pas, l'épingle du jeu. Mais je pense aussi il faut envisager des solutions, parce que les opposants doivent se mobiliser. Nous avons les organisations des sociétés civiles, la jeunesse doit se mobiliser. Au cas où ça ne va pas, qu'on descende dans les rues et qu'on proteste, parce que la souveraineté revient au peuple, et au peuple également de décider qu'est-ce qui est bien pour le peuple. Donc, en tant que jeune panafricain, moi je me plains pas, parce que je sais que le moment venu, nous allons frapper la main sur la table. Si les intérêts ne sont pas de notre côté, nous allons descendre dans les rues. Ça, c'est clair. Bon, pour maintenant voir, pour faire la comparaison avec l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine peut prendre cela comme un exemple? Nous pouvons quand même dire que des 5 pays, exclus le Cameroun, qui ont pris à cœur de prendre quand même cette décision de repousser tout au moins ces accords, nous croyons que c'est à féliciter. Parce que ça démontre quand même qu'il y a un bloc qui veut se construire, un bloc qui peut quand même dire non, un bloc qui peut à un moment dire à cette mastodonte qui est l'Union européenne non à tout ce qui se passe. Donc l'Union africaine peut vraiment s'en inspirer. Nous avons vu la lutte contre le Boko Haram. Les États de la sous-région n'ont pas fait appel. Ils ont fait appel, mais les autres n'ont pas
n'ont pas adhéré à l'appel, mais ils sont en train de combattre au nord. Nous voyons des résultats satisfaisants. Nous voyons le dossier de la Centrafrique qui a été évoqué ici, qu'ils ont mobilisé un certain nombre d'agents pour appuyer la Centrafrique. Donc nous voyons des efforts. Nous avons également la décision de Sassou Nguesso qui a signé certains accords avec la Chine pour, en termes des échanges entre le yuan et le CFA sans plus passer par les trésors français. Donc tout ceci rassemblé, je pense que les chefs d'État africains peuvent s'en inspirer. Nous avons eu le désordre qu'il y a eu dernièrement à Kigali avec cette fin de division et des lobbies de part et d'autre, ce qui s'est passé en Afrique, à Kigali, qui était pratiquement une honte. Nous ne voulons pas ça. Moi, je pense que les chefs d'État de la sous-région ont commencé quelque chose, et puis il faut les appuyer, et il faut que le Cameroun revienne, et il faut que tous ensemble on forme un bloc, n'est-ce pas, pour combattre cette Union européenne. Donc, et je pense aussi que nous voulons une monnaie. Nous voulons une monnaie de la CEMAC. Nous ne voulons plus ce franc CFA. Voilà, merci beaucoup donc à Joseph Bala, jeune panafricaniste. Et messieurs, pour ce deuxième tour de table, qui sera d'ailleurs le dernier sur la question, voilà, veuillez respecter le temps d'antenne, 2 minutes pour chaque intervention. Et puis voilà, nous allons au Tchad retrouver Salif Kamalo. Salif, restons dans le sujet. Les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale qui défendent les intérêts de leur peuple en demandant à l'Union européenne de revoir sa copie avant un éventuel accord de partenariat économique. Mais de l'autre côté, on l'a dit tout à l'heure, l'Union africaine qui, elle, préfère rester un peu discrète parfois, rester un peu discrète, n'est-ce pas, dans son mode de relation avec l'Union européenne. Salif Kamalo, est-ce que vous avez un autre mot là-dessus ? Des accords, des APE qui fragilisent également nos espaces sous-régionaux. L'Union africaine, comme vous venez d'évoquer, monsieur Guy, il faut comprendre qu'aujourd'hui l'Union africaine est là comme une coquille vide. Parce que ce que nous avons voulu de cette Union africaine, c'est de revoir et recomposer les instances de l'Union africaine, avoir des gens sérieux, des gens qui ont une bonne vision pour le continent. C'est ce qui a été l'échec même du sommet de Kigali. On ne peut toujours revenir là-dessus parce que là, le président Idriss Déby avait évoqué que nous avons des échéances devant nous. Allons-y dans un consensus pour trouver une porte de sortie, faire en sorte que nous puissions élire un nouveau président en exercice, un nouveau président de l'Union africaine, parce que nous avons des grandes questions qui nous attendent. Cela n'a pas été suivi des faits. Et vraiment, nous nous sommes séparés à queue de poisson à Kigali. Voilà aujourd'hui la situation. Est-ce que toute cette initiative de l'Afrique centrale, moi je ne crois jamais à l'Union africaine, que l'Union africaine pourra prendre vraiment un exemple de l'espace sous-régional de l'Afrique centrale. Et ce que moi je dirais, j'encourage les chefs d'État de l'Afrique centrale d'aller dans ce sens, pour faire comprendre et défendre l'intérêt du peuple, l'intérêt de nos économies.